Je vais vous dire que mes collaborateurs aujourd'hui, ils ont un défi, c'est de vous présenter le lancement d'une prothèse qui est ancienne, une vieille prothèse. Donc c'est un sacré challenge. Et quand j'y réfléchis, je me dis, tiens, ça va être quand même un peu particulier pour vous, auditeurs. Je voulais quand même vous dire que cette prothèse ancienne, elle a un concept ancien. Mais elle n'est pas totalement ancienne puisqu'elle a été retravaillée au fil des années. Et que si on prend un concept ancien, très ancien, sur lequel j'ai travaillé dans ma jeunesse, qui consistait à inverser les pôles avec le professeur Gramont, le concept, bien sûr qu'il est ancien, mais tout le monde l'utilise aujourd'hui. Donc c'est pas parce qu'un concept est ancien que forcément il faut le jeter aux orties. Et j'ai travaillé aussi sur un autre produit qui s'appelle Corail, avec la société Landanger quand j'étais directeur R&D. Et cette prothèse, elle a évolué, oui, légèrement, des tailles, des variantes, de l'ancillaire, etc. Le concept est resté. Aujourd'hui, quelles sont les prothèses qui ont des bons résultats à 15-20 ans de recul? Celles qui existaient il y a longtemps, forcément. On ne peut pas être et avoir été. Pour avoir du recul, il faut de la durée. Et la durée impose qu'au bout d'un moment, ça puisse apparaître comme une prothèse ancienne. Donc voilà, c'est ça le challenge aujourd'hui, c'est de vous montrer que c'est une prothèse dont le concept, le cœur de la prothèse, donc sa tête, le diamètre de la tête, la semi-rétentivité, etc. On est resté fidèle à ce concept-là. Par contre, autour, tout a évolué et je pense dans le bon sens, vous allez le voir, c'est le défi qu'on se lance aujourd'hui. Merci. Bon, bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir finalement d'être réunis encore et encore pour échanger et effectivement vous présenter une aventure humaine puisque c'est l'histoire qu'on va se rappeler finalement. Voilà le programme. Philippe Hénin vous rappellera d'où vient cet implant. Gauthier Menu, qui est chirurgien à Besançon, vous rappellera qu'on peut le mettre dans des zones obscures, dans des zones interdites, chez l'homme. On ne peut pas mettre une prothèse chez l'homme, dit-on. On ne peut pas mettre une prothèse dans une arthrose péritrapézienne, dit-on. Anaïs, qui opère à Reims, vous montrera des grands reculs, mais évidemment, Pierre Mouton, Ludovic ont des grands reculs. L'équipe de Lille, avec Christophe Chantelot, ont des grands reculs. Anaïs vous montrera le grand recul, qu'est-ce que ça devient. Pierre reviendra sur les trucs importants, finalement, de cette technique, pendant que Thomas essaiera de vous montrer l'avenir. Est-ce qu'on peut imaginer la pose avec des outils modernes? Et puis Ludovic terminera aussi sur sa façon de poser finalement cette petite fille qui est au russe, qui vient de sortir du ventre de sa maman Isis. Alors, avant tout, et pour les plus jeunes d'entre nous, il ne faut pas oublier que la rhizarthrose n'a pas de parallèle radioclinique, c'est-à-dire que la douleur n'est pas corrélée à la gravité de cette arthrose. Par contre, c'est le mouvement qui va être corrélé à la gravité de l'arthrose. C'est ce que les rhumatologues ont oublié. Les rhumatologues pensent qu'à un moment, ça va s'arrêter. Mais ils ne savent pas quand. Quand est-ce qu'on va opérer ou quand est-ce qu'on va soigner? Déjà parce que ça gêne le patient ou la patiente. Et je crois que c'est important de pouvoir entendre ce qui gêne la patiente parce que les patientes peuvent être humiliées de ne plus pouvoir coudre. Le doyen de Londres a communiqué à Amsterdam en pleine épidémie l'an dernier que si c'était les patients atteints de cancer qui souffraient le plus de la pandémie, c'était les patients qui avaient une pathologie orthopédique qui souffraient le plus en termes de qualité de vie. Et les patients qui ont de l'arthrose, ils font chier, surtout en pleine pandémie. On peut les reporter, c'est pas grave, pensent les directeurs et les directrices de nos établissements. Donc, la question qu'on s'est posée, c'était mais combien de temps ils attendent les patients? À Besançon, ils attendent 6 ans avant de se faire opérer. Donc il y a une méconnaissance totale des solutions possibles. Le traitement conservateur a un très faible niveau de preuve. Les orthèses marchent tant qu'on les porte. Quand on ne les porte plus, ça ne marche plus. Et effectivement, l'effet sur la douleur et la fonction est maigre, mais il est possible et on doit le proposer au début. Ce qui est intéressant, c'est que si un patient oublie son pouce avec 2 infiltrations par an de cortisone, on ne fera pas mieux. Donc il faut d'abord proposer ça, et on pourra en discuter, mais c'est déjà beaucoup. Vous voyez que l'effet de l'infiltration cortisonnée
dans la première semaine est corrélé à la chirurgie. C'est aussi démontré au niveau du rachis. Donc il doit y avoir une petite règle. Quand est-ce qu'on va opérer une rhizarthrose? Quand elle est douloureuse, quand elle résiste à 2 infiltrations par an. Et l'infiltrer les gens, c'est leur parler de la règle des 2 infiltrations par an, 2 jours douloureux, 2 semaines pour avoir un effet, et on se revoit dans 2 mois. Si vous voulez être sûr que vos patients vont bien, ne les revoyez jamais. Et vous allez apprendre beaucoup si vous revoyez les patients au bout de 2 mois. Alors, on nous a dit que la trapézectomie, c'était le gold standard. Je crois que c'est plutôt le old standard. Parce que c'est facile à faire, comme dit Michael Solomon, mais c'est difficile à reprendre. Alors, comme le dit un chanteur connu, il y a une fissure dans toute chose, c'est par là qu'entre la lumière. Je pense que là, on va commencer à être ébloui. Pourquoi la prothèse, elle va bien et elle va vite, quelle qu'elle soit? Parce qu'elle recrée un point fixe. Le pouce est utile quand le bec du métacarpien se coince contre le trapèze et sous le trapèze. C'est là qu'on a un pouce utile, fort et stable. La prothèse recrée ce point fixe. C'est, comme l'a dit Jean-Michel, un parallèle avec la prothèse inversée. Alors, opérer une rhizarthrose, c'est facile. Vous allez voir des opérateurs très entraînés. Mais c'est facile de réussir la mise en place d'une prothèse si on respecte certains points. Ce n'est pas telle ou telle prothèse, c'est des points. Il faut voir les limites des os qu'on opère. Et il faut pouvoir chasser le métacarpien pour aborder le trapèze. Les orateurs que vous allez voir ont une très grande expérience des poses et vont vous montrer comment faire, c'est facile. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on fait une opération, le psychomoteur, l'acte technique, ne pèse que 25% dans le résultat. Tout le reste, c'est le cognitif. C'est-à-dire comment je me sens, comment est le patient, comment il est, quel est le personnel, est-ce que j'ai prévu tout? Parce que, pour finir, vous connaissez cette équation. Vous ne l'avez pas vue, si vous en avez vu quelques-unes ces jours-ci. Celle-là, vous ne l'avez pas vue. Celle-là, c'est S, qui est une fonction de D si égale 0, plus P si égale 1, multiplié par C. C'est quoi? C'est la satisfaction du patient va être proportionnelle à la douleur qui a disparu. La prothèse, c'est le fer. La prédiction qui se réalise, vous lui avez dit ce qui allait arriver, en combien de temps il va aller bien, multiplié par, c'est le patient qui a choisi. Si vous pouvez aligner ces paramètres, le patient sera content. Place maintenant à la festoyade. Je vais demander à Philippe de nous parler de cette prothèse. Très bien. Merci Laurent. Très clair. Donc l'occasion, d'abord je profite de l'occasion pour vous remercier d'être venus aussi nombreux. L'occasion de cette réunion, c'est d'abord de vous présenter ce nouvel implant qui, comme Jean-Michel l'a déjà dévoilé, est en fait un aboutissement d'une longue expérience largement documentée, largement suivie dans les articles de bibliographie. Et vous expliquer en quoi le résultat qu'on a aujourd'hui n'est pas tout à fait le fruit du hasard, n'est pas tout à fait le fruit d'une opération marketing. Les orateurs qui me suivront vous démontreront aussi comment ce système fonctionne avec satisfaction. Voilà. Donc j'ai appelé ça la genèse d'une prothèse de TMC. Je vais être très court, hein, ça va se passer en quelques diapos. Pour vous expliquer simplement que le concept qu'on utilise aujourd'hui n'a d'autre d'origine que la Guépard. Et la Guépard, pour vous rappeler sur une échelle de temps, c'est 1982. Lancement donc d'une nouvelle prothèse, mais en réalité, le résultat, c'est qu'on ne va pas vous parler d'une nouvelle prothèse de TMC, on va vous parler d'un historique qui fonctionne depuis 1982, sur lequel on a progressivement apporté les améliorations qui correspondent à l'évolution de vos pratiques et qui correspondent à l'évolution des demandes de nos patients. Voilà. Donc en quelques images, les étapes. La Guépard 1, 1982, suivi 13 ans plus tard de la Guépard 2, 1995. L'Isis, qui a été la version sans ciment de la Guépard 2 en 2006, et aujourd'hui l'Aurus TMC 2021 qui continue à apporter son lot d'améliorations pour vous faciliter la technique de mise en place, pour faciliter et augmenter le résultat patient. Donc voilà comment ça va se passer d'un point de vue chronologique.
qu'est-ce que l'Aurus TMC aujourd'hui récupère de la Guépard 1? Simplement, la rétentivité importante. On parle parfois de semi-rétentivité. Quand on compare les semi-rétentivités de certaines prothèses concurrentes, moi, je vous annonce officiellement que l'Aurus, l'Isis avant, et la Guépard, bien entendu, précédemment, a une vraie rétentivité et on ne s'assimile pas forcément à une semi-rétentivité. Il est extrêmement difficile de luxer cette prothèse si on tire d'un point de vue axial dessus. Donc ça, c'est un point important qui était associé à un dessin de cupule cimentée qui n'a quasiment pas évolué depuis 1982. On a toujours cette option cimentée dans la gamme qui n'a quasiment pas évolué et qui est articulée surtout avec une articulation, une tête de 5 mm qui, elle, va être le garant à la fois de la stabilité et surtout de la mobilité intraprothétique entre le col de la prothèse et la cupule. Les deux longueurs de col ont été conservées. Qu'est-ce qu'on a récupéré de la Guépard 2 ? La Guépard 2 a été une évolution qui a été évolue par le groupe Guépard en 1995 parce qu'ils avaient quelques complications, particulièrement au niveau du méta. Quelques complications au niveau de la cupule qu'ils ont solutionnées par une sélection un petit peu plus précise des indications. Mais au niveau du méta, c'est surtout là que la Guépard 2 a apporté un métacarpien beaucoup plus anatomique, beaucoup plus remplissant, avec la collerette d'appui, très importante. Et ensuite, en 2006, nous avons eu les membres du groupe Guépard qui sont venus trouver Evolutis pour nous proposer de reprendre le projet et de le transformer en prothèse sans ciment. Vous voyez, donc on évolue vraiment avec le temps. Et l'Isis, en fait, ça a été simplement une interprétation sans ciment de la prothèse Guépard 2. Ça voulait dire quoi, par exemple ? Ça voulait dire que la Guépard 2, qui avait une cupule cimentée, qu'on a toujours, s'est équipé d'une prothèse sans ciment. Et comme je vous parlais de cette rétentivité qui est relativement importante, il fallait qu'on ait une cupule qui soit extrêmement résistante dans le trapèze pour lutter contre cette rétentivité importante. Et c'est là qu'on est arrivé avec cette prothèse extrêmement atypique, qui ne correspond pas du tout à ce que vous avez sur le marché des prothèses concurrentes, une cupule vissée. On y a rajouté des cols modulaires, mais toujours en gardant les deux tailles initiales de la Guépard 1. On y a rajouté des cols droits, enfin des cols décalés en plus des droits, puisque la modularité en fait permettait cette facilité sans augmenter significativement le stock des implants. Et on a profité pour rajouter une taille de méta, mais ça c'était vraiment conjoncturel. Il y avait 4 tailles de méta sur la Guépard 2, et il se trouve qu'assez rapidement, quand on est passé sur la version cimentée, on s'est aperçu, le ciment comblant les espaces, c'était beaucoup plus facile sur la Guépard 2, mais on s'est aperçu qu'il y avait un trou de taille entre la taille 2 et la taille 3, et c'est pour ça qu'on a créé une taille supplémentaire, la 5e, qui s'est appelée 2+, pendant des années. Et donc on aboutit aujourd'hui à l'Aurus, qui va amener son lot d'innovation par rapport à tout ça, et on a rajouté à l'Aurus une taille de trapèze, une plus petite taille de trapèze, qui va permettre d'avoir un petit peu plus de flexibilité opératoire. On a transformé les cols qui étaient modulaires avant en col maintenant chrome cobalt revêtu avec un nitrure de titane. Ce nitrure de titane a 2 avantages. Le premier, c'est qu'il va renforcer la dureté de la tête et donc réduire encore un peu plus les usures, mais surtout, il devient anti-allergique. Et in fine, on y a rajouté une technologie qu'on domine maintenant chez Evolutis depuis quelques années, qui est celui du polyéthylène hautement réticulé, la vitamine E. Voilà. Et c'est de ça dont je vous parle aujourd'hui. On ne vous parle pas forcément d'une nouvelle prothèse, on vous parle d'une prothèse qui a évolué avec le temps pour arriver à quelque chose qui est très abouti en termes de technologie et qui, en plus, a été sécurisé au niveau de la technique opératoire avec une petite modification absolument insignifiante qui change tout dans la précision qu'on a de mettre la cupule en place. Mais ça, je ne vous en dis pas plus parce que ça fait l'objet d'une des communications qui va suivre. Voilà. La gamme, c'est celle-ci aujourd'hui. C'est assez simple comme système. C'est assorti d'une instrumentation qui est aussi extrêmement simple. Et donc, je vous présente l'Aurus TMC, aujourd'hui officiellement, en tant que nouvelle génération de prothèses de TMC, mais en vous rappelant que pourtant elle n'est pas nouvelle. Je vous remercie et je vais laisser la parole à Gauthier.
Bonjour à toutes et à tous, et merci à l'équipe de m'avoir invité à vous parler de ce sujet qui m'intéresse beaucoup, et notamment la prothèse chez l'homme et en cas d'arthrose péritrapézienne. Et on va voir s'il y a encore des contre-indications avec une prothèse. Alors, d'ailleurs, tout a commencé pour moi avec ces questions, puisque quand j'étais au DU de chirurgie de la main il y a quelques années, j'étais interne dans le service chez Laurent Aubert, et puis j'avais appris dans mes cours qu'il fallait pas poser de prothèse pour ces indications-là, que c'était réservé chez la femme, qui avait pas trop de demande fonctionnelle et pour éviter d'avoir une usure de la prothèse. Et en arrivant au stade de programmation, finalement, j'ai vu qu'on mettait à Besançon des prothèses trapézo-métacarpiennes chez les hommes et en cas d'atteinte péritrapézienne. Donc j'ai demandé à mon patron en disant c'est bizarre, on nous a dit qu'il ne fallait pas le faire. Et donc on m'a dit tiens, tu vas avoir toutes les prothèses du service, puis on va voir comment ils vont. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait ma thèse, j'ai revu tous les prothèses Isis qu'on avait posées depuis la mise sur le marché en 2006 et jusqu'à 2017. J'avais pu revoir 89 patients, donc 107 prothèses. Et finalement, on avait des bons résultats. Un peu comme dans la littérature, finalement, sur toutes les prothèses trapézo-métacarpiennes à l'époque, on avait, en termes de douleur, de force et de mobilité, on avait des bons résultats. Et dans la série que j'avais fait, il n'y avait pas de complications, pas de révision chirurgicale, donc une survie à 100%, pas de luxation, pas de décèlement. Et j'avais fait un paragraphe particulier où j'avais étudié des sous-groupes, notamment les patients qui avaient une arthrose péritrapézienne, donc en préopératoire, et les hommes. Et je n'avais pas trouvé de différence significative avec la série globale, et il n'y avait pas plus de complications, pas plus de décèlement, pas plus de luxation. Et on s'est dit c'est intéressant, mais il va falloir faire des études un peu plus poussées en prenant ces groupes de patients comme objectif principal. Et c'est ce qu'ont fait deux autres internes après moi dans le service. D'abord, Sarah Zamour qui a revu donc les patients qui avaient une arthrose péritrapézienne, donc arthrose STT plus TMC. C'est fréquemment associé, pareil chez la femme de la cinquantaine. Et puis on retrouve plusieurs techniques chirurgicales finalement, puisqu'il y a la trapézectomie qui est certes la plus logique quand on y réfléchit, puisqu'on enlève l'arthrose des deux côtés. Mais comme le dit bien Laurent Aubert, quand on choisit son traitement, on choisit des complications, et on sait les complications du conflit avec le métacarpien et le scaphoïde, avec le trapézoïde. Forcément, étant bisontin, je peux parler évidemment du cartilage chondrocostal. La thèse de David Gallinet à l'époque, il y a plus de 10 ans, qui avait revu toute la série du service, avait trouvé un bon résultat, mais il y avait quand même une évolution de l'arthrose STT après la mise en place du cartilage. D'autres études montrent le fameux burger, alors soit comme ici avec deux pyrocardans à chaque étage. On peut aussi imaginer un pyrocardan dans la STT et une prothèse trapézo-métacarpienne. En tout cas, les deux étages sont traités en même temps pendant la chirurgie. Et puis, il y a une prothèse trapézo-métacarpienne qui est mise uniquement donc, dans la trapézo, et on va ne pas traiter la STT. Alors, dans la littérature, on dit que la STT, c'est, quand elle est atteinte, ça peut être contre-indiqué. Mais il y a des articles qui disent que finalement la douleur qui reste après la mise en place de la prothèse n'est pas forcément liée à la STT. Et puis il y a des articles qui disent des auteurs qui disent qu'on peut poser une prothèse trapézo-métacarpienne de première intention dans la STT. Donc notre série, elle s'étend entre les patients opérés entre 2006 et 2019. Et on a retrouvé 28 patients avec 31 prothèses qui avaient une arthrose péritrapézienne en préopératoire. C'était souvent un stade 1 de Crosby. On voit qu'il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes, et puis donc, on leur a mis une prothèse trapézo-métacarpienne, et on avait donc dans l'étude des bons résultats. Donc on s'est demandé si le fait de finalement rendre de la mobilité à la trapézo-métacarpienne, ça allait peut-être décharger la STT et donc diminuer, il n'y avait pas de douleur, on n'avait pas de complications dans l'étude, et on avait tout de même 3 aggravations de la STT au niveau douleur, et une qui a été reprise, à qui on a fait secondairement une résection du pôle distal du scaphoïde avec interposition. Donc, avec l'étude-là, nous, dans le service, on va continuer de mettre des prothèses trapézo-métacarpiennes en première intention. Et si, secondairement, le patient a toujours des douleurs au niveau de la STT, on pourra toujours faire une deuxième chirurgie en second temps pour réséquer, plus ou moins mettre une interposition dans le même temps. Et aussi, ne pas oublier de faire une résection du trapézoïde, comme l'a montré Catalano, pour éviter les conflits osseux. Alors voilà, par exemple, le cas d'une patiente qui avait une arthrose péritrapézienne en préopératoire, en post-opératoire la prothèse, et finalement, à 8 ans de recul, ça n'a pas tellement évolué. La patiente a été complètement soulagée par la mise en place de la prothèse. Donc voilà pour la STT. Chez les hommes, la prothèse trapézo chez les hommes, il n'y a pas beaucoup de littérature, et les articles qui en parlent beaucoup de décèlement. Et donc voilà, il y a Alexandre Buffet qui a fait thèse récemment et qui nous a montré un peu les séries.
Et il y a une série récente qui retrouve une survie de 65% avec des fractures intraprothétiques. Alors, comme le dit Alexandre, peut-être que les hommes sont plus brutaux avec leurs prothèses. Et du coup, peut-être que ça explique certaines fractures intraprothétiques. Alors, la série récente, qui a été terminée récemment, c'est entre 2010 et 2020. On a revu 23 patients et 29 prothèses. Et il y avait des bons résultats fonctionnels. C'est les mêmes que dans la série globale que j'avais faite, mis à part que la survie diminue. On a entre-temps eu une luxation. Et cette luxation, finalement, elle est due plutôt à une erreur de position, en fait, même une mauvaise planification de la prothèse, puisque le patient avait un trapèze dysplasique. Donc ça a fait un effet CAM. Et quand on a repris le patient, on a recoupé le trapèze, on a remis une prothèse, depuis tout va bien. Et on a noté aussi 4 calcifications avec 2 reprises chirurgicales, puisque la prothèse était douloureuse avec une mauvaise mobilité. On a repris les patients et on a enlevé les calcifications, on a mis des anti-inflammatoires et les patients vont bien maintenant. Alors on ne sait pas les calcifications, quoi est-ce qu'elles sont dues. Est-ce qu'on n'a pas assez lavé après avoir fait les coupes osseuses ou est-ce qu'il y avait une arthropathie microcristalline qui s'est ajoutée. En tout cas, on n'a pas encore l'explication, mais ça nous a fait reprendre tout de même 2 patients. Donc voilà, en conclusion, peut-on mettre une prothèse trapézo-métacarpienne en première intention en cas d'arthrose péritrapézienne? Pour nous, oui. Et peut-on mettre une prothèse chez les hommes également? Voilà, je vous remercie. Je vous propose de laisser les orateurs et les oratrices parler, présenter, et puis on gardera du temps pour qu'on les arrose de questions. Comme ce sont des orateurs bavards, surtout pour les 2 derniers, il faut qu'on se laisse du temps pour parler. Donc gardez bien vos questions. Voilà, donc là, Anaïs Deby va nous parler du résultat de la prothèse Isis à plus de 5 ans. Donc j'ai travaillé avec Monsieur Aubert et avec Gauthier Menu sur leur série, sur l'évaluation des prothèses trapézo-métacarpiennes Isis à plus de 5 ans de recul. Donc je passe tout de suite à quel était l'objectif de cette étude. Donc c'était d'évaluer au niveau radioclinique une cohorte de patients à un recul minimal de 5 ans et de comparer les résultats à la thèse de Gauthier qui avait été faite en 2017. Donc les critères d'inclusion, c'était une rhizarthrose primitive avec mise en place d'une prothèse trapézo-métacarpienne. Il était exclu donc les prothèses avec geste sur l'articulation, les articulations adjacentes, les prothèses trapézo-métacarpiennes de 2e intention ou post-traumatiques. Donc au départ, on avait une cohorte de 115 patients avec 136 prothèses. Gauthier a revu 84 patients et 102 prothèses. Et moi, j'ai travaillé sur 44 patients et 52 prothèses. En 2021, il y a eu a priori un méchant virus sur toute la France et du coup on n'a pas pu revoir physiquement ces patients, ce qui a été un peu un des gros biais. Donc on a choisi de réaliser un autoscore de Kaplan-J, des autoquestionnaires et de leur envoyer le Quick Dash PRWE et SF36 pour l'évaluation. Donc il nous manque le PINCH et le GRASP, entre autres. Donc pour les analyses radiographiques, était réalisée une incidence de Kaplan-J et face et profil. Donc les données démographiques, je passe rapidement. Il y avait plus de femmes que d'hommes. Il y avait quasiment autant de côté dominant opérés que non opérés. 36% de travailleurs manuels. Et notre recul moyen était de 99,5 mois, plus ou moins 24,5. Donc les résultats. Donc moi je retrouve 100% de survie sur les patients que j'ai pu revoir et sur tous ces patients 98% étaient satisfaits globalement, dont 57,7% de très satisfaits. Le score de Kaplan-J était amélioré quand on prend le préopératoire par rapport au post-opératoire et il n'y avait pas de différence entre l'évaluation de 2017 et de 2021. Pour ce qui est du Quick Dash et de l'EVA, elle était fortement améliorée en préopératoire par rapport au post-opératoire. Par contre, le Quick Dash et l'EVA étaient moins bons entre 2017 et 2021. Mais quand on dit moins bon, on passe d'un EVA à 0,2 à 1,1, ce qui est quand même pas dingue, et un Quick Dash de 9,1 qui passe à 15,5 en 2021. Pour les résultats radiologiques, donc il y avait 25% de liseré autour de la tige et 14% de liseré autour de la cupule en 2021. Il y avait 50% d'arthrose STT, sachant qu'il y en avait 21% en préopératoire. Et il y avait 23% de calcification hétérotopique et je ne retrouvais pas d'épisode de luxation.
j'ai cherché à savoir si, est-ce que cette arthrose STT, est-ce que ces calcifications ou l'apparition d'un liseré étaient symptomatiques et avaient une corrélation avec le VA, les scores de Kaplan-G, la satisfaction, le PRWE et le Quick Dash. Et il n'y en avait pas. Il n'y avait aucun lien. Donc ça veut dire qu'il y a un liseré, il y a des images radiologiques, mais on ne retrouve pas de corrélation. On retrouvait juste une corrélation entre plus d'arthrose STT chez la femme et plus de calcification chez l'homme. Pareil, ça a sauté. Pour la discussion. Donc, on retrouve de très bons résultats dans la littérature. Donc, il y a une méta-analyse de 2020 qui retrouvait globalement sur toutes les prothèses trapézo-métacarpiennes d'excellents résultats. Et en 2021, une étude espagnole sur l'ISIS à moins de 5 ans de recul qui trouvait de très bons résultats. Sur la survie, on retrouve 100% de survie. Quand on regarde dans la littérature, par exemple, sur votre gauche, vous avez la Mouvis et l'ARP qui retrouvent aussi 100% de survie. Mais par contre, on peut, dans la littérature, il y a de 100% à 72% de survie. Et les 72, c'était dans un article de 1999 sur la prothèse de la Caffinière, qui est une prothèse ancienne. Et du coup, on peut s'imaginer qu'il y a plus de survie actuellement avec les avancées technologiques. Pour ce qui est des luxations, donc il y a des prothèses qui se luxent plus que d'autres, et d'autres beaucoup moins. L'Isis et la Képar qui sont semi-rétentives, et la Movis qui est une prothèse à double mobilité se luxe nettement moins que la prothèse ARP ou la Ruby 2, qui est une prothèse qui se luxe beaucoup, qui est une prothèse inversée. Pour ce qui est des liserés, il n'y a pas d'article dans la littérature qui parle des liserés périprothétiques et de leur retentissement clinique ou de la reprise, etc. Dans notre article, on retrouve plus de liserés comparé à la littérature. Dans la littérature, on a 0 à 20% de liserés périprothétiques. Donc, est-ce que c'est lié au fait que c'est une prothèse rétentive avec des contraintes qui sont différentes? Est-ce que c'est le couple métal-PE qui donne ces liserés périprothétiques? J'ai pas la réponse. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ces liserés ne sont pas forcément symptomatiques et on ne réopère pas les gens à cause de ces liserés. Donc en conclusion, ça donne d'excellents résultats à plus de 5 ans en termes de mobilité et de douleur, qu'il n'y a pas de luxation ni de reprise chirurgicale, en tout cas à mon recul avec les patients que j'ai vus. Et en comparant les résultats de 2021 comparés à ceux de 2017, il n'y a pas d'évolution défavorable de la prothèse dans le temps en termes de mobilité, de douleur et de qualité de vie. Il y a juste une augmentation des liserés et des calcifications et d'arthrose STT, mais sans aucune perte fonctionnelle ni de douleur. Merci Anaïs. Pierre va nous parler de pourquoi un coup d'ampli, c'est mieux. Parfait. Bon, je vous remercie de présence. Alors, le topo est un peu plus long que le seul problème de l'ampli et de la broche. En fait, s'il y a juste un message à faire passer, vous mettez une prothèse trapézo-métacarpienne, pensez à la broche, au coup d'ampli. Une fois que vous savez ça, vous allez pouvoir réussir. Donc, vous savez que la prothèse trapézo-métacarpienne, c'est mieux que la trapézectomie, enfin, malgré l'avis de certains. On apprécie bien un implant qu'à travers la diminution du taux d'échec. On est passé à des prothèses non cimentées parce qu'on avait des problèmes avec le ciment. Les premiers travaux des prothèses Guépard montraient que, au bout de 5 ans, on avait souvent ces gros liserés autour de la prothèse qui pouvaient aboutir à des soucis. Il y avait parfois des ruptures, parfois des fractures du trapèze, etc. Alors, quelle était la cause? Oui, est-ce que c'est l'implant? Est-ce que c'est la technique opératoire ou la fragilité osseuse? Bien sûr, quand ça casse, on dit toujours que c'est l'os qui est fragile ou que c'est l'implant qui est pourri. En fait, c'est souvent la technique opératoire. Donc, les implants sans ciment, comme je vous dis, sont plus intéressants. Sachez qu'on est quand même à la 4e génération. Et à peu près toutes les prothèses actuelles en sont aussi à la 4e génération. Le principe, c'est qu'on a amélioré le mode d'ancrage et qu'on essaie d'améliorer le fonctionnement, la tribologie de la prothèse elle-même. Il a fallu choisir la forme de l'implant trapézien. Vous aviez les tronconiques, les cylindriques, les sphériques. Nous, on a choisi le vrai cylindrique. On n'a pas voulu l'impacter, on l'a bien vissé, ce qui évite effectivement certains déboires. Alors,
En fait, toutes les séries qui vous sont présentées aujourd'hui concernent la prothèse Isis, forcément, puisque la prothèse Horus, elle a à peine quelques mois. La première prothèse Isis, si vous regardez en haut à droite, elle avait déjà une forme un peu particulière, ce n'est pas celle que vous connaissez aujourd'hui, elle a été mise pendant 2 ans environ, elle semblait assez volumineuse et ça faisait peur à tout le monde. Donc on est passé à la version 2, qui avait cette forme un peu en dôme, on dirait un peu un dôme de centrale nucléaire, c'est très joli, ça irradie moins. Remarquez que le diamètre de la prothèse, 8,8 mm, est comparable à tout ce qui se fait dans le marché. Elle n'est pas si grosse que ça, contrairement à ce qu'on pense. Et puis pour les gens un petit peu peureux, on avait prévu quand même des prothèses cimentées de petite taille. Et puis on est passé à la prothèse Horus, où là on a su faire du sans-ciment de petite taille. Alors là, les diapos sont un peu fausses, il n'y a pas le petit trou qu'il y a au sommet ici normalement, qui est une des caractéristiques de cette prothèse. Vous connaissez l'ancillaire, bien sûr, vous allez voir. En fait, on a fait plusieurs tests sur cadavres, car notre problème, c'est de savoir comment ça tient ce truc, comment ça tient cette prothèse au sein du trapèze. Donc, c'était un travail qui, je crois, avait été mené par Laurent. Et il fallait donc valider le choix d'un implant sans ciment et la technique de pose. Donc le principe, c'est d'aller mettre une première broche bien centrée dans le trapèze, de pouvoir fraiser autour et de mettre la prothèse dans l'endroit ainsi fabriqué. Donc, tout ça, on le vérifie bien sûr à un moment donné par ce coup d'ampli. La différence de la prothèse Horus par rapport à la prothèse Isis, c'est que vous voyez, on va visser l'implant sur une broche. Alors pourquoi ? Parce que lorsque vous avez préparé votre trou cylindrique, même s'il est parfaitement centré, vous remarquerez que quand vous opérez ça, vous avez déjà une vision un petit peu oblique, que le trapèze est un peu patatoïde et que la forme de la prothèse est un peu patatoïde. Il faut rentrer parfaitement un cylindre plein dans un cylindre creux. Et si vous n'êtes pas parfaitement dans l'axe, ça va arriver en oblique et ça va forcer. D'où le risque de rupture au cours du vissage. Ça, c'est pour justifier le ruse. Donc, on a fait ces tests sur cadavre, on a essayé de voir comment ça tenait. Et croyez-moi, ça tient la rage, effectivement. C'est-à-dire qu'on a essayé d'arracher ces implants. Et ça tenait beaucoup. Alors ça, ce sont des prothèses Isis de première génération qui avaient été mises en place. Voilà. Pour obtenir donc ce genre de radio. Alors, pourquoi faire un contrôle ampli ? Alors là, c'est idiot parce que vous voyez qu'on fait un contrôle ampli sans contrôle ampli. Quand on ne fait pas un contrôle d'amplificateur de brillance, quand on ne gère pas bien le centrage de la broche dans le trapèze lorsqu'on va le mettre en place, on peut aboutir à ça. Vous imaginez bien que si vous rentrez, comme sur la diapo du milieu, là, votre trapèze là-dessus, il y en a la moitié qui sera dehors et ça va très mal se terminer. Quand vous entrez avec une prothèse qui est complètement oblique, comme à droite, on peut s'attendre à des drôles de déboires et une prothèse qui sera mal orientée. Donc c'est essentiel de prendre ce temps, ça dure 1-2 minutes, en cours d'opération, de faire venir l'ampli, l'habiller et regarder comment ça se positionne. Si jamais c'est pas bien positionné, c'est pas compliqué, vous revissez à côté, vous remettez votre broche à côté et vous verrez jusqu'à ce que ça se passe bien, qu'elle soit bien centrée. Avec un contrôle ampli, on arrive à quelque chose de plus correct et on a des chances à ce moment-là de bien pouvoir centrer sa prothèse. Donc on a essayé d'arracher ces implants et y en a un seul qui a été arraché, quand même avec plus de 12 kg, 120 newtons, sur des os quand même de cadavres, je vous rassure, c'est donc pas forcément formidable. C'est un test d'arrachement sur une prothèse mise sur un cadavre qui n'a pas eu le temps, l'os n'a pas eu le temps de s'implanter, s'accrocher à la prothèse. Sachez qu'au bout de quelques temps, quand la fixation biologique a fait son boulot, c'est impossible à extraire. Plus la prothèse est bien centrée, mieux elle est centrée, plus le stock osseux sera de qualité tout autour. Donc, retenez encore une fois, bien dégager effectivement les cornes du trapèze pour savoir comment vous la positionnez, comment vous allez faire
le trou de la broche et donc le trou, le coup de tarot, et bien le contrôler sous ampli. Dans une première étude qu'on avait faite, alors là ça fait plus d'une dizaine d'années, sur les 58 premiers cas, on a eu des ruptures de trapèze. Effectivement, on ne respecte pas les principes, je reconnais avoir fait la première fois, ouais c'est fastoche, des prothèses j'en ai mis plein, j'ai mis ma broche, j'ai envoyé ça, effectivement le trapèze cassait si on ne faisait pas gaffe. Donc ça peut arriver. Le mauvais centrage, c'est difficile. Alors on dit qu'on ne peut mettre une prothèse que si on a un trapèze suffisamment gros. Quand vous voyez que la prothèse, enfin le trapèze prothétique fait 8 mm de profondeur, vous pouvez en mettre dans des situations parfois presque ultimes. 8 mm, c'est rien pour un trapèze, c'est vraiment le trapèze ravagé par l'arthrose. Et donc les complications principales, donc c'est la luxation et le décèlement. Le décèlement, ça ne pourra pas se déceler si il est bien implanté, bien en place, puisque l'os va faire son boulot au bout de quelques temps. Et puis c'est une prothèse qui n'est pas censée se luxer. Alors, je revendique à peu près 0,5% de luxation dans des cas qui sont des cas à chaque fois de personnes hyperlaxes. Un CRS et une patiente qui a un lupus âgé de 35 ans. Bon, c'est un peu particulier. Donc c'est vraiment des cas exceptionnels. Et sur 600 prothèses quand même qui ont été implantées. Donc pour moi, ce qui compte, ça va être effectivement avec l'amélioration du concept et ce qu'on a pu proposer donc, sur ces nouvelles prothèses, au fur et à mesure où on améliore le concept depuis la Guépard 1 jusqu'à l'Aurus, on va arriver à de meilleurs résultats. Et ce drame qu'on avait autrefois avec les premières prothèses de Delacaille-Finière en 1975, qui était ce décèlement trapézien, on ne sait plus ce que c'est maintenant. Et à partir du moment donc on a une prothèse qui ne se luxe pas et ne se décèle pas, le principe c'est qu'on va avoir une prothèse qui sera vendable propre à des gens qui sont actifs et plutôt jeunes. Personnellement, je ne mets pas de prothèse avant l'âge de 50 ans, où j'évite, sauf cas exceptionnel. Mais je pense qu'on peut descendre maintenant. Pourquoi ? Parce que quel est le risque ? C'est l'usure. L'usure, ça va être le polyéthylène qui va diminuer. Donc ça fait une dizaine d'années que je prends mes radios, je fais attention à l'usure qu'il y a, voir s'il se passe quelque chose. Et les premières prothèses donc, qui datent de 2006, j'ai toujours pas d'usure. J'en suis très heureux. Mais s'il faut y retourner, c'est pas très compliqué. C'est beaucoup plus simple que pour une prothèse qu'on va poser de nouveau. Il suffit de effectivement la luxer, retirer le col, changer le polyéthylène. On a toute l'instrumentation pour le faire. Et l'argument qu'on peut proposer aux patients, c'est peut-être que dans 20 ans, on va la changer. Ce sera fastoche, je sais faire. Ça, c'est très important. Donc, la fracture du trapèze, elle est essentiellement due, elle est souvent péropératoire ou juste après, quand ça survient, liée à un mauvais positionnement ou à des prothèses pour lesquelles on n'a pas utilisé ce petit artifice de l'Aurus, c'est-à-dire de la visser sur la broche. Et on va conclure, effectivement. On a une bonne fixation primaire, parce que c'est vissé, et j'ai 3 façons de juger de la qualité de l'implant. C'est en fonction du serrage que j'ai obtenu. Quand j'arrive plus du tout, quand je suis à fond de ma force, c'est que c'est excellent. Quand c'est normal, c'est très bon. Quand c'est un peu moyen, je dis on va peut-être attendre une semaine de plus avant de le libérer de son attelle. Et puis voilà. Et j'ai pas de souci. Il peut arriver une fissure dans le trapèze au moment du vissage. Ça peut arriver parce que, c'était avec l'ISIS quand on est arrivé un peu de travers. Et finalement, ça tient très bien parce qu'une fois que l'os trapézien s'est accroché à la prothèse, c'est plutôt une ostéosynthèse presque qui s'est faite. Ne faites pas de prothèse si vous n'avez pas un ampli de brillance à disposition. Ça, c'est le seul message à retenir. Mais ça se passera bien. Je vous remercie. Merci Pierre.
Sur un sujet un peu transversal, Evolutis travaille depuis maintenant plus de 4 ans sur le développement des technologies digitales et particulièrement l'utilisation de la réalité augmentée dans le cadre du champ opératoire. On travaille ça essentiellement avec Thomas qui maintenant va nous parler, lui, en alternative d'ailleurs et en rebondissement à ce que Pierre vient de dire, sur quelque chose qui pourrait être une option, en tout cas dans la préparation de la prothèse et peut-être plus tard dans l'utilisation de la prothèse à cet ampli de brillance. Merci beaucoup. Donc après le petit coup d'ampli, le petit coup de réalité mixte. Et qui dit prothèse dit chirurgie assistée par ordinateur. Alors c'est vrai pour toutes les prothèses. Et la chirurgie assistée par ordinateur, c'est une évolution de ces 20 dernières années. Ça a commencé par la navigation, c'est toujours la navigation. Ça se poursuit actuellement avec la robotique. Les robots chirurgicaux associés à la pose de prothèses ont le vent en poupe, notamment pour le genou, chez certains fabricants. Il y a l'impression 3D. Ceux qui font aussi de la chirurgie de l'épaule savent que ces 5 dernières années, il y a eu beaucoup de réflexions autour des guides de coupe personnalisés en impression 3D. Et finalement, ces trois domaines, navigation, robotique, impression 3D, ils sont liés à quoi ? À la planification. La planification, c'est comment je prépare, comment je prévois de poser ma prothèse pour que, cette prothèse soit positionnée de façon optimale, mais également pour que cette prothèse soit posée de façon spécifique à l'anatomie du patient. Et donc, dans le portfolio du chirurgien augmenté par la chirurgie assistée par ordinateur, il y a un tout nouveau qui s'appelle la réalité mixte. Alors, la réalité mixte, c'est, à mon avis, bien plus qu'un énième système de chirurgie assistée par ordinateur. Ça nous permet d'ouvrir tout un nouveau pan qui est la chirurgie assistée et guidée par l'intelligence artificielle. Et pour les plus courageux, ceux qui assisteront à la dernière séance des communications du samedi, j'en parlerai à ce moment-là. On ne va pas en parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que la réalité mixte ? La réalité mixte, c'est un concept qui a été rafraîchi par Microsoft lorsqu'il a lancé en 2017 ses lunettes, cette lunette de réalité mixte qui s'appelle les HoloLens. En fait, c'est bien plus que des lunettes, c'est un vrai ordinateur. C'est un ordinateur avec lequel vous interagissez non pas par un clavier ou une souris, en tout cas par un clavier physique, mais par des gestes ou par reconnaissance vocale, un petit peu comme quand vous utilisez le Siri de votre iPhone. Alors, vous pouvez également pianoter sur un clavier virtuel. Pourquoi ? Parce que ces HoloLens ont en plus un laser de profondeur. Un laser de profondeur qui permet aux lunettes ordinateurs de modéliser tout son environnement, c'est-à-dire le sol, le plafond, les murs, la chaise, le bureau, et donc de placer des éléments virtuels dans l'environnement réel. C'est pour ça qu'on appelle ça de la réalité mixte. Et comme c'est un vrai ordinateur, vous avez toutes les fonctions graphiques, carte graphique, connectivité Wi-Fi, Bluetooth, etc., etc. Donc moi, je travaillais depuis un petit bout de temps sur la chirurgie, sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle, et lorsqu'on m'a proposé ça en 2017, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le tester au bloc opératoire. On l'a fait dans un premier temps sur l'épaule, et on s'est aperçu finalement que potentiellement, c'était un système qui pouvait nous faire rentrer dans la révolution actuelle, qui est la révolution de l'information et de la communication. Alors, pour mettre des termes concrets, si vous oubliez un matin votre téléphone, votre smartphone chez vous, peu d'entre vous vont passer toute la journée sans votre smartphone. Parce que c'est un outil qui nous permet, en temps réel, de partager des informations et de retrouver des informations. Et finalement, nous, chirurgiens, le seul endroit où on était privés, coupés de cette révolution de l'information et de la communication, c'était au bloc opératoire, parce qu'on est habillé de façon stérile, on ne peut pas pianoter sur son smartphone ni sur un ordinateur. Et là, on avait un système qui nous permettait
de rejoindre cette révolution de l'information et de la communication pendant le bloc opératoire. Alors tout ça, c'est assez théorique, mais on avait l'HoloLens 1. Le parallèle, c'est le premier smartphone en 2007. À cette époque-là, on avait tous nos Nokia et nos BlackBerry et on se demandait pourquoi pourquoi on avait un téléphone sans touche. On sait maintenant que Nokia et surtout BlackBerry n'existent plus parce que on est à l'iPhone 13 qui est beaucoup plus performant. Là, on est à l'HoloLens 2. On commence à découvrir tout le potentiel. Et il y a 2 ans, on avait présenté cette première étude en chirurgie de la main ici au congrès de la SFCM sur l'utilisation de la réalité mixte pour le visage holographique du scaphoïde. C'était une étude cadavérique, bien sûr. Alors aujourd'hui, on va aborder quoi ? On va aborder la chirurgie assistée par ordinateur pour la mise en place d'une prothèse trapézo-métacarpienne. Et ce dont on a parlé jusqu'à présent, et ça rejoint le coup d'ampli, c'est comment positionner notre broche guide parfaitement au centre du trapèze, et également, est-ce que le stock osseux, puisque c'est toujours une crainte, est-ce que le stock osseux du trapèze est suffisant pour pouvoir accueillir notre implant trapézien ? Dans d'autres articulations, vous avez des logiciels qui sont associés à la mise en place des implants. Et moi, je crois que ces logiciels, ils sont performants, mais ils sont toujours moins performants que des logiciels open source. Les logiciels open source, c'est des logiciels qui sont des plateformes collaboratives. Donc, c'est des milliers de développeurs qui viennent en permanence implémenter ces logiciels. Et dans mon service, à Avicenne, on a créé une salle de simulation. Dans cette salle de simulation, on benchmark un peu tous ces logiciels open source. Et l'objectif, c'est évidemment de faire des guidelines très simples pour que n'importe quel interne, qu'il soit geek ou surtout pas geek, puisse simplement suivre le guideline en disant « je clique ici, je clique là, et hop !» je fais ma modélisation. Alors là, je vais vous montrer 2 systèmes, un compatible PC et un compatible Mac, avec des logiciels open source pour faire de la planification. Donc ça, c'est la planification avec un logiciel que je suis sûr bon nombre d'entre vous connaissent, qui est Osiris, qui est un logiciel compatible avec Mac. Et en quelques minutes, voilà comment moi je fais ma planification du trapèze. Alors j'importe mon scanner du patient, je vais sur les reconstructions MPR, jusque-là je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent ces reconstructions. Je me mets bien au centre du trapèze. Le trapèze, il est assez simple en fait. On peut le faire rentrer dans des rectangles sur ces 3 plans, en axial, coronal et sagittal. Et finalement, les côtés du rectangle sont parallèles aux surfaces articulaires. Donc, je vérifie que je suis bien au centre du trapèze grâce à mes rectangles et mes axes passent au milieu des côtés du rectangle et sont perpendiculaires aux côtés du rectangle. Une fois que j'ai fait ça, je viens sélectionner des points ROI que je viens placer tout au long de l'axe qui correspond à l'axe de ma broche. Voilà, donc là je sélectionne mes points ROI et je viens les placer. Alors vous voyez là, je les place sur la coupe, on va dire que c'est la coupe coronale à droite, et on les voit apparaître au milieu sur la coupe sagittale. On ne les voit pas évidemment sur la coupe axiale puisqu'ils se superposent sur cette coupe. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je reviens et j'ouvre le 3D MIP pour pouvoir enlever tout ce que je veux enlever. Évidemment, là, je vais enlever la table d'examen. Là encore, c'est des outils qui sont simples. Et puis ensuite, une fois que j'ai enlevé ma table d'examen, je modifie un petit peu les contrastes. En modifiant les contrastes, on voit les points ROI qui correspondent à l'orientation de ma broche. Et je vais enlever la première colonne pour ne garder que le trapèze. Alors quand il y a un petit peu d'espace
entre le premier méta et le trapèze, c'est assez simple. Tout peut s'enlever d'un coup. Quand il se touche un petit peu, il faut faire quelques découpages manuels, mais ça prend vraiment quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Voilà, donc là maintenant je n'ai plus que mon trapèze et je vais pouvoir faire une vraie belle reconstruction surfacique. On choisit les pixels, c'est toujours entre 300 et 500. Pour la main c'est plutôt 400, c'est un peu différent pour d'autres articulations. Et là j'ai ma reconstruction 3D de mon trapèze, où j'ai gardé le reste de la main, et puis de mes points ROI qui correspondent à l'orientation de ma broche. Et j'enregistre mon modèle sous format OBJ. Donc voilà, c'est assez simple. La question maintenant est comment je le mets dans mes lunettes de réalité mixte. Là encore, c'est pas très compliqué. Ces lunettes de réalité mixte ont une interface. Tout ordinateur qui se connecte à un réseau a une adresse IP que l'on retrouve dans les HoloLens. Lorsqu'on rentre cette adresse IP, on rentre dans l'interface de l'ordinateur. L'interface HoloLens sur l'ordinateur et voilà, il suffit sur cette interface de récupérer notre modèle OBJ. Je le charge et il est chargé sur mes lunettes. Alors qu'est-ce que ça donne ? Ça donne ça au bloc opératoire, j'ai mes lunettes et je peux avoir accès à mon modèle sous format holographique. Alors vous voyez ici dans nos blocs opératoires à Avicenne, on a des grands écrans. Ces écrans permettent de partager ce que l'on voit dans les HoloLens avec tous les gens qui sont dans la salle. Et donc, vous voyez que j'interagis avec le menu via des gestes. Donc là, j'ai ouvert un menu qui est un menu d'une application qui s'appelle Head-Up d'Evolutis, qui va me permettre d'aller chercher le modèle téléchargé. Il charge en quelques temps. Quelques secondes. On va le voir apparaître. C'est en temps réel. Et voilà. Et j'ai mon modèle. Et mon modèle, vous voyez, je le mets où je veux. Derrière, j'ai un de mes chefs de clinique qui fait une arthrose poignet. Et là, pour une arthrose trapézométa, j'ai mon modèle. Vous voyez la main. Vous voyez les points qui correspondent à l'axe d'orientation de ma broche. Et mon modèle, je peux le mettre exactement où je veux. Je peux également... normalement, il est à 100%. Alors là, il y a un agrandissement dû à la radio, au coup de scopie. Donc, je peux modifier cela. Voilà. Donc, mon modèle que j'ai planifié, je peux l'avoir avec moi sans avoir besoin de faire une impression 3D qui est longue et coûteuse au bloc opératoire. Deuxième exemple que je veux vous donner, toujours avec des logiciels open source. Ceux-là sont compatibles sur PC. Et bien là, on va faire une planification, la planification avec Ithaka Snap et Blender, de la mise en place de notre cupule pour vérifier que cette cupule, elle va bien rentrer dans notre trapèze qui est usé et érodé par l'arthrose. Donc il y a une première étape qui est une étape de segmentation avec Ithaka Snap. Voilà, une fois que j'ai segmenté, voilà ce que j'ai. J'ai du blanc qui correspond à l'os, le bleu correspond à ce que je ne veux pas. Je modifie un petit peu le seuil pour qu'il y ait le plus de blanc possible. Je vais mettre des petites bubbles qui correspondent finalement à toutes les zones de pixels différentes, blanc, gris clair, gris foncé, mais que je veux segmenter. J'en place quelques-unes de ces bubbles et de façon automatique, à partir du niveau de gris, la segmentation se fait. Je reviens sur mon modèle initial, je peux l'améliorer si je n'ai pas tout le trapèze, et je peux l'exporter de façon très simple, toujours en format OBJ, dans un autre logiciel qui s'appelle Blender. Et c'est sur ce logiciel Blender que je vais pouvoir faire de la planification. Pourquoi ? Parce que je vais faire apparaître mon trapèze en important mon modèle OBJ. Le voilà, mon trapèze. Et ensuite, je vais planifier la coupe. Alors, c'est du fraisage, mais il faut comprendre qu'on peut faire
ça correspond à une coupe, le fraisage. Donc là, le cube correspond à toute la partie que je veux enlever. Alors évidemment, je le mets affleurant la surface articulaire, parfaitement orienté par rapport aux axes que je veux. Et puis, je vais faire ma coupe avec, en 2-3 clics, on va le voir apparaître, je peux faire modifier les axes. Et voilà, j'ai fait ma coupe. Donc là, j'ai mon trapèze. Et maintenant, je veux savoir si ma cupule va rentrer dans le trapèze après avoir réalisé la coupe. Donc je vais importer le modèle 3D de ma cupule. On a les modèles 3D évidemment des deux cupules, puisqu'il y a deux tailles, c'est sans ciment. Et je fais correspondre automatiquement les deux, le centre du trapèze avec le centre de ma cupule. Et on voit bien là que ma cupule, elle rentre parfaitement, elle ne dépasse pas de l'autre côté et que je suis parfaitement au centre. Donc tout ça pour dire que est-ce qu'on peut utiliser la réalité mixte pour positionner une prothèse trapézo-métacarpienne, on est à la moitié du chemin. On est à la moitié du chemin. Ce que l'on peut faire très simplement, c'est planifier en tout cas la pose du trapèze. Et nous sommes en train de définir vraiment des guidelines, c'est un tutoriel très simple pour que n'importe qui, même s'il n'est pas geek, puisse faire ce que je viens de faire en moins de 5 minutes. Ce que l'on ne peut pas encore faire, mais que l'on va faire très prochainement, c'est évidemment planifier également la pose de l'implant sur le méta, et puis ensuite la cinématique pour éviter les effets cam en faisant bouger notre méta sur notre trapèze. Ça encore, c'est tout à fait possible et très facile avec ces logiciels open source. Ce que l'on ne peut pas faire encore, c'est du recalage automatique avec les HoloLens pour avoir automatiquement la planification voulue. Le corps du patient ne peut pas être transparent. On n'a pas encore cette étape de recalage automatique. On y travaille avec Evolutis, notamment avec des systèmes de QR code, et probablement que l'on y arrivera. Alors, pour conclure, je peux simplement dire que certains chirurgiens aiment la technologie, pas tous, mais que les patients adorent les chirurgiens qui aiment la technologie. Merci pour votre attention. Merci Thomas. Nous allons conclure avec un retour à la réalité physique, puisque Ludovic, lui, va nous parler, je lis le titre, « Comment rater la mise en place d'une prothèse ?» Non, c'était Laurent. C'était Laurent. Finalement, on ne l'a pas laissé faire. On s'est dit qu'on n'allait pas vous apprendre à les rater. On allait vous aider à les réussir. Bon, en attendant qu'on ait tous des HoloLens au bloc opératoire, il va falloir déjà commencer à mettre des prothèses. Et alors il y a des chirurgiens d'expérience là, donc ils vont s'ennuyer un petit peu. Il y a des chirurgiens un petit peu plus jeunes, peut-être que ça peut les aider. Comment on met une prothèse trapézo-métacarpienne ? Pour ma part, alors petite précision de vocabulaire. La trapézo-métacarpienne n'est pas dans le plan de la main. Donc ce qu'on appelle ce qui est la face postérieure du métacarpien et la partie postéro-externe du poignet. Et donc on passe son temps à se perdre entre ce qui parle de devant mais qui est en fait dehors et de ce qui est derrière qui est en fait... Bon. Donc moi je vais parler uniquement en fonction de la face postérieure du métacarpien. Donc quand je parle de derrière, c'est la face postérieure. Quand je parle de devant, c'est la face antérieure. Donc, ce qui correspond au bord externe du poignet en fait. Donc la voie d'abord, elle est assez simple, elle est strictement dorsale. Moi je recommande d'utiliser, de centrer l'incision sur la partie, sur le court extenseur du pouce en fait. Parce que vers le long abducteur, il y a toujours une branche sensitive du nerf radial et que c'est source d'hypoesthésie. Donc il ne faut pas hésiter à décaler un petit peu l'incision sur vraiment l'axe du court extenseur. Voilà, ce court extenseur, on le repère. Il est tout à fait possible de passer soit en dedans, soit en dehors, c'est-à-dire entre court extenseur et long abducteur ou entre court et long extenseur du pouce. Ça, c'est au choix. Pour ma part, je passe entre le court extenseur et le long abducteur, mais vous pouvez le faire dans l'autre sens. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de vues qui sont celles de Laurent Aubert, il passe de l'autre côté.
Je relève un lambeau à pédicule proximal de capsule et puis j'expose la base du métacarpien. Jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. En revanche, il y a 8 mm à couper. Je vous invite, ceux qui n'ont pas beaucoup d'habitude, à mesurer. Pourquoi ? Parce qu'on coupe toujours moins que 8 mm quand on ne les a pas mesurés. Au départ, on est toujours un peu craintif. Ça ne pose aucun problème de recouper puisque la prothèse est rétentive. Il n'y a aucune recherche de tension de partie molle. Vous pouvez même recouper un peu plus. Ça ne pose aucun problème. Une fois recoupé le métacarpien, je fais toujours une recoupe antérieure pour à la fois enlever l'ostéophyte antérieure, mais également diminuer un peu cet effet de courbure antérieure du métacarpien. La plupart du temps, il y a une luxation postérieure. Quand on va mettre la prothèse, on va la réduire. Et j'ai déjà eu des douleurs sur la face antérieure de l'éminence sténare, probablement liées à une petite saillie de cette courbure antérieure et proximale du métacarpien. Ça, il ne faut pas hésiter à l'enlever. Ça ne gêne absolument pas et ce n'est pas grave s'il n'y a pas de corticale antérieure à cette partie du métacarpien. La plupart du temps, la prothèse ne descend pas aussi loin. Alors, je vous épargne le passage des râpes dans un métacarpien. Je pense que tout le monde y arrive. En dehors du fait que ce n'est pas la peine d'utiliser le marteau, tout se fait à la main. Il a été montré assez récemment que garder un peu de spongieux améliorait la tenue des prothèses. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher un contact purement cortical comme on le fait dans les prothèses de hanche. Finalement, un passage des râpes relativement sommaire, un tout petit coup de marteau, mais ne tapez pas comme une brute, ça n'a aucun intérêt. En attendant que Thomas nous diffuse allègrement sa machine extraordinaire qui nous permettra de mettre les broches directement sans ampli et sans se tromper, il va falloir mettre cette broche au milieu du trapèze. Petit truc tout bête, mettez-vous juste en face du trapèze. Il ne faut pas hésiter à tourner sa chaise à roulette le long de la table et de se mettre exactement en face de la surface. D'expérience, on est parfaitement exposé. On voit très bien où est le milieu du trapèze et on voit très bien l'axe. On gagne un temps fou. En tout cas, beaucoup mieux qu'avec la tête penchée en étant au-dessus de la voie d'abord. Donc là, je ne vous le montre pas forcément très bien, mais je suis en bout de table. Voilà, donc une fois mis en place la broche, fait les contrôles tels que Pierre vous les a montrés, il va falloir fraiser sur la broche. Donc ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Un fraisage, donc la première fraise est une fraise qui sert uniquement à effondrer la corticale inférieure du trapèze. Hop. Alors, hop. Ensuite, on passe la fraise de taille supérieure qui correspond à la cupule dite médium. Et si on compte mettre une cupule médium, eh bien, c'est terminé. D'accord ? Si on veut mettre une cupule large, on passe la fraise suivante. La nouveauté, effectivement, ou l'évolution, c'est le vissage de la cupule sur la broche. Donc là, vous voyez que c'est parfaitement guidé. Auparavant, on arrivait de temps en temps à se mettre de guingois, malgré le fraisage. Là, c'est devenu quasiment impossible. À partir du moment où vous êtes dans l'axe approximatif de la broche, ça va tout seul. Vous remarquez que ça tient bien. Il faut visser, surtout si le patient n'est pas très âgé. Et la tenue est assez excellente. Vous pouvez vous amuser à tirer sur la prothèse avec un bout un instrument quelconque. Vous verrez que ça ne sort absolument pas. Hop, attendez, j'ai perdu mon truc. Voilà. Une fois cela mis en place, vous allez faire des essais. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous utilisez l'implant d'essai polyéthylène que vous mettez dans la cupule vissée, soit vous mettez directement l'implant définitif. Vous pouvez faire les essais avec l'implant définitif, ça ne pose pas de problème. La tête des implants d'essai colle-tête est rabotée sur les côtés, donc elle rentre et elle sort sans abîmer le rebord de rétentivité. Donc là, à titre personnel, je n'utilise pas l'implant d'essai, je mets directement l'implant définitif et je fais mes tests sur l'implant définitif. Donc vous vérifiez comme toujours en l'absence d'effet cam. Il ne faut pas hésiter à ce moment-là à aller réséquer les ostéophytes latéraux et médiaux du trapèze, à la scie ou à l'ostéotome. C'est assez pratique. Vous allez ensuite implanter... il me manque une... Non, c'est bon. Vous allez mettre la tige définitive après, évidemment, avoir mis l'implant métacarpien.
2 coups de marteau suffisent largement. Et vous en cliquez bien, il y a un clic sonore, hein, et la tête doit disparaître. Vous voyez qu'il faut pousser un petit peu. À Besançon, c'est des films de Laurence. À Besançon, les écarteurs tiennent pas bien, vous remarquerez. Je te montrerai ceux que j'utilise, ils tiennent les miens. Puis en plus, l'interne n'aide pas bien non plus. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. On a les internes qu'on peut. Voilà. On referme bien la capsule, ça c'est important. La plupart du temps, le long abducteur est au moins partiellement détaché. Rien n'empêche de lui remettre un point pour le refixer. À partir de là, il y a autant de suites, je pense, que de chirurgiens. Ceux qui mettent une attelle temporaire. Moi, je fais des gros pansements cotonnés pendant 15 jours. Il y a plusieurs façons de faire. Là, personne n'a montré la supériorité d'une technique avec l'autre. Donc voilà, si vous devez garder 2-3 astuces, c'est bien recouper le métacarpien en avant, bien vous mettre en face de la surface articulaire du trapèze pour tirer la broche. Vous allez gagner en efficacité et en temps. Voilà. Merci vraiment à tout le monde. Vous avez eu une masse importante d'informations. Je pense qu'on a du temps maintenant pour des questions ou des remarques. Emmanuel. Ça paraît intéressant que chacun dise ce qu'il fait en protocole post-opératoire, mobilisation, rééducation. Voilà. Personnellement, pour toutes les prothèses, c'est un pansement légèrement compressif pendant 3 jours et j'explique aux patientes qu'elles peuvent le desserrer si elles sentent que c'est trop serré. C'est très difficile à comprendre ça, parce que les patientes, elles gardent le pansement trop serré. Au bout de 3 jours, elles l'enlèvent et elles font mettre un petit pansement. Et au bout de 6 jours, elles laissent à l'air et elles ont le droit de mouiller la plaie. Je les revois à J15 pour voir comment elles vont et pour voir s'il faut que je les pousse ou s'il faut que je les retienne, puisque une patiente sur 30 a peur d'user la prothèse et a exclu son pouce et elle l'utilise comme ça. C'est exceptionnel, mais je veux les revoir à J15, prétextant l'ablation des fils, pour vérifier cette absence d'exclusion. Et je leur dis, rien n'est interdit. Si dans les prothèses inversées, j'interdis une chose aux patientes, c'est de se lever sur leurs bras, avec la prothèse trapézo-métacarpienne, je leur interdis rien. Donc elles font ce qu'elles veulent. Mais je leur explique une chose très simple, il ne faut pas avoir mal au repos pour espérer pas avoir mal quand on bouge, et il ne faut pas avoir mal quand on bouge pour espérer pas avoir mal quand on force. Comme on passe dans la vie quotidienne de directement le repos à forcer, puisque la vie quotidienne est remplie d'activités qui forcent, eh bien, à elle de jauger cette patiente si elle doit prendre des antalgiques. Pas de rééducation. Et l'oubli du pouce se fait entre 45 et 52 jours. Gauthier l'avait montré dans sa thèse. Voilà mes consignes. Voilà comment je fais du pain à l'huile. Est-ce que les autres opérateurs veulent modifier leur... Oui, Bruno. J'ai une question, Bernard. À quoi servent les cols courts ? Et est-ce que ça favorise pas les effets cam ? Et deuxièmement, à quoi servent les cols angulés ? Excellente question. Et je redonnerai la parole aux orateurs qui me corrigeront. Les cols courts, c'est des cols de 6 mm. Ça sert pour les petites tailles et les petites personnes pour laquelle même notre coupe généreuse n'a pas trop allongé. Le col long permettant d'éviter l'effet cam. Les cols décalés ne servent à rien quand on a compris que la clé de cette opération est de resséquer beaucoup et de libérer toute la base du métacarpien pour pouvoir le chasser parfaitement et voir le trapèze. Tu as raison, au début, parce qu'on ne libérait pas assez, on avait besoin de ces cols décalés parce que les pouces subluxés, n'étant pas assez libérés, restaient un peu subluxés. Dès qu'on libère assez, il n'y a plus besoin de cols décalés, selon moi. Est-ce que les autres... Est-ce que Pierre et Ludovic, vous voulez rajouter des choses sur le post-op et sur les... Alors, concernant le col décalé, puisque je revendique 3 luxations, c'est sur des cols décalés. Mais je crois qu'il faut faire le testing en fin d'intervention et on voit qu'avec les cols décalés, parfois il y a un petit effet de cam. Bon, s'il est là, on l'évite. Mais sinon, je mets quand même
pas mal de cols décalés, quoi, faut pas oublier. Sinon, concernant les suites post-opératoires, mon patient sort avec une attelle en résine que je fais, qui garde une semaine. Au bout d'une semaine, je fais faire une orthèse qui peut retirer quand il veut, mais au moins qu'elle a à visée antalgique. Et au bout de 3 semaines, il n'a plus rien. Voilà. Et pas de kiné. Pour répondre à Bernard, le col court, il sert à ceux qui n'ont pas mesuré, qui n'ont pas assez recoupé le métacarpien, en gros. Effectivement, à l'exception des tout petits gabarits, ça sert surtout à compenser le fait qu'on ait été un peu craintif au moment de la recoupe. Pour les suites, comme je vous ai dit, moi, je mets un gros pansement cotonné 15 jours. Je n'y touche pas pendant 15 jours. Je les revois effectivement entre 2 et 3 semaines pour vérifier qu'ils aient bien compris les exercices. Tous les exercices leur sont montrés d'ouverture commissurale, de rétropulsion et puis de mise en opposition. Ils font ça très bien chez eux, sauf complications. Il n'y a aucune rééducation avec kinésithérapeute. Je me leur mets pour les 6 premières semaines une orthèse nocturne et pour quand ils vont se promener, pour éviter de se faire mal lors d'un traumatisme ou d'un geste inconsidéré. Mais c'est très probablement plus anxiolytique pour moi qu'utile pour eux. Philippe, tu voulais... Moi, j'ai une question, monsieur Aubert. Comment rater la mise en place d'une prothèse? Alors, premièrement, je ne coupe pas assez, comme l'a très bien dit Ludovic. Je ne coupe pas assez. Et c'est l'inquiétude du jeune opérateur ou de la jeune opératrice. La deuxième chose, je ne fais pas d'ampli pour voir ce qu'a montré Lionel Atlani. C'est le centre du trapèze n'est pas le centre de ce que je vois, donc il faut voir à l'ampli. Et si vous ne voulez pas être honteux en disant sortez l'ampli pour que un membre du personnel vous dise on ne met pas d'ampli pour les prothèses de genoux, vous dites je vais faire de la planification 2D. Et là, on va vous amener l'ampli. Autre chose, je vais voir les nerfs. Il faut éviter d'aller voir les branches sensitives, il faut les laisser dans le gras. Il faut se centrer sur le court extenseur et passer de part et d'autre, d'un côté ou pas. Comment rater? C'est tendre notre prothèse en fait. Comme toutes les prothèses, vous les raterez si vous tendez votre prothèse. Donc comme elle est rétentive, vous pouvez couper beaucoup et avoir une bonne tête de piston. Ainsi, vous n'aurez pas de prothèse tendue. 3e ou 4e façon de rater, je ne suis pas dans l'axe pour visser mon trapèze, mais maintenant qu'il y a la broche, je ne vois pas comment je vais pouvoir être pas dans l'axe. Enfin, je n'ai pas anticipé le fait que cette personne avait un petit trapèze, mais tant qu'on a 6 mm, on peut mettre une cupule. Enfin, ça a été publié au niveau du coude. Il faut être prudent pour éviter les ossifications qu'on a vues dans le travail de Gauthier sur les garçons. Il faut absolument laver notre champ, puisqu'on a fraisé, bien lavé. Et surtout se méfier des goutteux. Au niveau du coude, il a été publié que les gens qui ont un antécédent de gouttes font beaucoup plus d'ossification et de calcification en post-opératoire. Donc, demandez à vos patients si ils n'ont pas un peu de gouttes dans le sang et vous éviterez des ossifications. J'ai peut-être oublié des choses. Est-ce que tu vois des... Emmanuel? Personne n'a parlé de la métacarpophalangienne. Ça appartient au pouce. Et je le prouve, aurais-tu pu dire. Mais alors que faire? Alors quand elle est laxe, je dis aux patients que ça va se réduire activement, mais pas passivement. Mais je ne fais aucun geste de plastie sur la MCP. Jacques. Oui, je crois qu'en fait, quand on dit que faites-vous en post-opératoire avec vos patients à qui vous avez implanté une prothèse, je pense qu'on peut effectivement, avec une prothèse comme ça, totalement rétentive, être plus à l'aise, parce qu'effectivement, la prothèse règle le problème de l'instabilité primaire en tous les cas. Voilà. Alors, par contre, je crois que toutes les rhizarthroses que l'on opère et auxquelles on met des prothèses ne sont pas les mêmes. Quand on a un pouce complètement, une base de premier métacarpien complètement subluxé, un pouce totalement déformé en Z avec un adductus important, je crois que cela, si on ne leur met pas quelque chose qui corrige ça, au début, on va avoir un résultat qui va être très moyen en termes de restitution morphologique du pouce en Z et de sa correction. Personnellement, je remets en tension le abducteur pour remettre en érection, si je peux me permettre, le pouce, le premier méta,
est corrigé. Et la majorité des pouces en Z, lorsque l'AMP est souple, se corrige automatiquement. Et donc, dans ces situations, je crois qu'il faut les immobiliser quand même en post-opératoire, le temps que les parties molles, et notamment la réparation du lot abducteur, cicatrisent. Nous sommes tous d'accord, par contre, que la rééducation dans la prothèse trapézo-métacarpienne, on n'en a pas besoin. Mais je pense que l'immobilisation post-opératoire, dans des pouces déformés, à corriger, je pense qu'il faut le faire pour optimiser son résultat. Nuance sur le pouce en Z. Je pense qu'il est 13h58 et peut-être que la police montée du Canada va nous foutre dehors. Mais une dernière question. Juste une petite question sur les limites de vos indications, puisqu'on a vu que finalement il y avait un très bon taux de survie. Qu'est-ce que vous en pensez chez les hommes qui sont encore un petit peu travailleurs manuels, la cinquantaine? Vous osez en mettre ou pas? Oui, j'ose en mettre et le dire et le publier. Donc, ma limite personnelle en termes d'âge, c'est 40 ans. Ouais, au-dessus de 40 ans, quelqu'un qui a une rhizarthrose, c'est-à-dire un pouce plus vieux qu'elle ou lui, je vais mettre une prothèse, c'est maintenant que le patient en a besoin. Donc, la limite d'âge n'est pas un problème. En dessous, je vais faire autre chose. Mais travailleur manuel, garçon, il a de l'arthrose, il a mal choisi ses grands-parents, ou il a mal choisi ses petits exercices ludiques, mais c'est maintenant qu'il a besoin d'une prothèse. Je ne sais pas si les autres opérateurs ont des limites d'âge. Pierre? Moi, je mets d'habitude 50 ans parce que je suis prudent, surtout chez l'homme, mais je pense qu'on peut descendre. Et je voulais revenir sur le pouce en Z qui fait souvent très peur avec un trapèze très, très usé. Je trouve que c'est une excellente indication, sauf qu'on sait que les patients auront mal assez longtemps parce qu'on va tout remettre en tension. Voilà. Thomas? Oui, je voulais juste ajouter le fait qu'une prothèse trapézo-métacarpienne peut se mettre en place sous wallante anesthésie, sous anesthésie locale. Alors, n'ayez pas peur, c'est possible. Et en plus de ça, ça peut rapporter gros parce qu'on peut faire du testing actif en péropératoire et également, juste à la fin de l'intervention, on peut montrer à la patiente qu'elle est capable d'avoir un Kapandji qui a complètement récupéré. Et évidemment, ça favorise l'auto-rééducation de la patiente. Merci beaucoup. On n'en a pas parlé, c'est vrai, du Wallant. Je crois qu'il faut qu'on laisse la place. Il y a des gens derrière. Oui, bon alors, je suis désolé. Merci encore à toutes et tous.